Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de l'actualité, la grève au conseil départemental qui s'est poursuivie ce matin. Et pour en parler avec nous ce soir sur ce plateau, Askandari Alaoui, porte-parole de l'intersyndicale au conseil départemental. Bonsoir. Bonsoir. Alors la grève a commencé hier. Une première réunion s'est tenue hier après-midi. Une autre s'est tenue aujourd'hui encore. On verra avec vous ce que cela a donné. On parlera notamment de vos revendications tout à l'heure dans ce journal. Vous restez avec nous, Askandari. Avec nous sur le plateau également ce soir, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors on va parler avec vous de cette affaire de salmonelle. Des choses ont eu lieu depuis. On a vu un expert est venu de la Réunion pour voir ce qu'il en était très exactement. La destruction des poules a commencé. On verra ce qu'il en est très exactement à ce jour, Pierre, tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 6 septembre. La grève des agents du conseil départemental a repris ce matin. Suite à la réunion d'hier qui n'a pu donner satisfaction aux différents camps, le mouvement continue et les langues se délient. En effet, au-delà des revendications portant sur les conditions de travail, le nouvel organigramme en place semble source de crispation. Le point dans votre journal. Le collectif des étudiants étrangers a été reçu en préfecture ce matin, et ce pour la 3e fois en moins d'une semaine. Et si les discussions ont une nouvelle fois tourné court, les avancées obtenues apparaissent à la hauteur des attentes. Explication. Le lémurien brun fait partie intégrante du patrimoine naturel et culturel de Mayotte. Mais alors que les connaissances sur cette espèce ne cessent d'évoluer, des études sont actuellement menées sur le territoire afin notamment d'estimer l'impact des maquis mais aussi des roussettes sur les parcelles agricoles. Zoom sur ces animaux particuliers à la fin de votre journal. La grève entamée hier au conseil départemental s'est poursuivie ce matin et pour cause, la rencontre qui avait lieu hier entre les élus de la majorité et les membres de l'intersyndicale n'a débouché sur aucun accord. Pire encore, certaines promesses faites avant le début du mouvement ne seraient tout simplement plus d'actualité en raison notamment d'un déficit budgétaire à résorber d'ici la fin de l'année. Le mouvement a donc été reconduit alors qu'une nouvelle rencontre était prévue cet après-midi. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les agents en grève étaient à nouveau dans les jardins de l'hôtel du département ce matin. En effet, à la fin de la réunion qui s'est tenue hier après-midi, la base a décidé de poursuivre le mouvement. Hier, on a abordé le deuxième point dans nos revendications qui concerne donc les conditions de travail. C'est une séance qui a duré 4 heures de temps pour sortir à la fin avec chacun donc dans un positionnement qui n'a pas été satisfaisant en tout cas pour l'ensemble de l'intersyndicale. Le président du conseil départemental et son équipe ont expliqué ne pas être en mesure de répondre favorablement aux revendications pour des raisons financières. Même si du côté de l'intersyndicale, les problèmes ne sont pas tous liés à la situation financière. Je prendrai un exemple de la DASU où là, avec tous les cris qui sont lancés par les étudiants en métropole, par les parents de ces étudiants ici à Mayotte, on se rend compte qu'effectivement 90% de ces problèmes viennent d'un logiciel qui est là, qui n'est pas adapté aux conditions de travail et rend effectivement donc la tâche des employés, des agents de ce service extrêmement difficile et compliqué. En marge du retour de l'indexation, de la mise en place d'une mutuelle ou encore de tickets restaurants, les agents réclament aussi une refonte du nouvel organigramme qui semble loin de faire l'unanimité. Il y a tellement de discriminations au niveau, bien sûr, des compétences, des emplois et des grades. Moi, je suis un spécialiste dans le domaine sanitaire, social et médico-social. J'ai décroché mon diplôme de direction des structures sanitaires, socio-médico-sociaux à l'université Montesquieu Bordeaux 4. En arrivant ici, aujourd'hui même, on me demande, par rapport à cette réorganisation de services nouvellement réalisée, que je sois plutôt un chef de service, des agents de lavage de véhicules, mais aussi des mécaniciens, ainsi que des agents d'accueil. Moi, je suis formé pour diriger, pour concevoir des projets, pour participer à des actions, bien sûr, générales en matière de politique publique sociale, médico-sociale, départementale.
Et là, je vois vraiment que c'est une humiliation de ma part, du fait qu'on ne reconnaît pas du tout mes compétences ni mon grade. Dès l'annonce du nouvel organigramme, les dents n'ont cessé de grincer chez certains agents, que ce soit en raison des changements de poste comme des méthodes de recrutement. Là, on est dans un cadre, bien sûr, d'une violation tacite de la législation sanitaire, sociale et médico-sociale, mais également du cadre de l'administration publique, parce qu'on doit reconnaître les agents. La priorité dans l'administration revient d'abord aux fonctionnaires et non pas aux contractuels. Et pourtant, je vois qu'il y a des fonctionnaires qui sont marginalisés, qui sont mis au placard, comme moi, je suis mis au placard au conseil départemental de Mayotte. Je trouve que ça, c'est illégal. Parce qu'on doit reconnaître les compétences des agents, on doit reconnaître bien sûr les spécialisations des agents. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à être mis au placard. Il y en a bien d'autres. Parce que si aujourd'hui on recrute un contractuel dans le respect de cadre réglementaire, dans ce cas-là, on doit bien sûr faire attention avec le recours qui a été fait par quelqu'un et qui a été lésé et que le Conseil d'État avait bien sûr stipulé que pour dire qu'il y a une carence bien sûr de cadre avant de recruter un contractuel, il fallait attendre un délai de 9 mois. À 14h, les grévistes ont à nouveau été reçus par les élus, dans l'espoir cette fois de trouver un terrain d'entente. Et ce matin, l'ancien président du Conseil général Ahmed Atoumani Douchina était sur notre plateau. S'il a annoncé sa candidature aux primaires de l'Alliance UDI-MDM, il est aussi et surtout revenu sur les problèmes liés aux finances du Conseil départemental. En effet, parmi les revendications de l'intersyndicale à l'origine du mouvement de grève, les erreurs de gestion sont vivement dénoncées. Un constat que partage Ahmed Atoumani Douchina, qui en a profité pour reconnaître lui-même ses erreurs. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Je ne voudrais pas vraiment revenir sur le passé, non pas parce que moi aussi j'ai une part de responsabilité. Vous savez, quand le département, la collectivité est devenue décentralisée en 2004, on avait un budget qui était totalement équilibré. En plus, on avait un excédent. Je peux vous montrer un dossier, une note blanche à l'époque qui n'est pas censée être communiquée, qui m'a été communiquée parce que je l'avais demandé. On avait un excédent de 56 millions d'euros. 56 millions, c'est pas peu quand vous avez déjà le budget en équilibre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été considéré comme un matelas financier qu'on pouvait dépenser n'importe comment, et tout le monde le sait comment ça s'est passé. Les associations étaient subventionnées à 70 000 euros, 130 000 euros. Vraiment, il y a eu de gabegie. Alors je me tourne vers notre invité Askandari Alaoui, qui est porte-parole de l'intersyndicale au Conseil départemental. Donc pendant cette grève, on l'a vu, des revendications nombreuses, notamment vous pointez ces erreurs de gestion dont vient de parler Ahmed Atoumani Douchina. Pas mal de choses, une réunion s'est tenue cet après-midi. Qu'est-ce que cela a donné? Alors, la réunion a duré au maximum 20 minutes. Donc pour dire que ça n'a rien donné en fait. Tout simplement, nous avions exigé depuis ce matin, on l'a fait savoir, que la présence du président Sobadine Ibrahim lors de ces négociations était une condition pour que la réunion puisse se faire. Tout simplement parce que hier c'était la deuxième réunion. Et il a été suppléé par le 4e vice-président et le DGS. Donc, il y a eu une approche nouvelle de la part de ces suppléants, disons. Alors que on avait compris que les points qui étaient discutés lors de la première personne avec M. Sobadine Ibrahim ont été remis en cause par le 4e vice-président et le DGS par intérim, M. Mafour en l'occurrence, qui eux avaient une approche typiquement financière, alors que le président raisonnait par une autre approche en fait. Il reconnaissait qu'il y a des agents qui étaient lésés, qui avaient des droits qui étaient bafoués, et donc il reconnaissait
la nécessité de réparer cette injustice. Alors, Voilà. tout de même, on vous parlait de toutes ces injustices, comme vous dites, à réparer, sauf que cela demande beaucoup de moyens financiers. Or, on le sait, la situation du conseil départemental est déficitaire. Alors, comment vous comptez obtenir gain de cause, sachant que cette situation doit être résorbée d'ici la fin de l'année? Alors, ça dépend de la lecture de ce que l'on fait de ces comptes du département. Le conseil départemental est très riche. D'ailleurs, ce matin, nous avons fait une marche vers un site qui est à côté, côté sur les levants du CHM. Et là, les agents ont vu tout un patrimoine qui N'est pas qui est exploité. voilà, qui n'est pas exploité, qui est dilapidé. Alors, c'est un site qui peut accueillir une direction très grande comme la DSDS. Alors que le département va louer des maisons privées pour héberger les services du conseil départemental. Et donc, il suffit de mettre en valeur tout simplement ce patrimoine bâti. Mais d'ici la fin de l'année, ça sera impossible à Skandari. Il faut quand même peut-être justement la solution qui a été envisagée, Alors, celle de diminuer les dépenses et en attendant d'avoir des recettes suffisantes. Alors, vous savez, l'argent public à disposition est dilapidé volontairement. Donc, vous imaginez, dans ce contexte du dit déficit du Conseil général, on continue à recruter, à prendre des agents qui, parfois, on les recrute pendant qu'ils sont en congé maternité. Vous voyez, on les recrute pour 6 mois, alors qu'ils sont en congé maternité. Donc, aussi, il y a des... par exemple, à Kanikeli, il y a une villa du département, alors que Amzouazia et à Kanikeli, il y a des maisons privées qui hébergent les services cadiales. Donc, il suffit tout simplement d'utiliser à bon escient les moyens à disposition, on pourra dégager de la marge. Alors, vous parlez de ces recrutements, donc vous êtes plus ou moins d'accord alors avec cet argument qui dit que c'est la masse salariale qu'il faudrait peut-être revoir? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par revoir la masse salariale. Parce que revoir la masse salariale, est-ce que ça veut dire recruter? Est-ce que ça veut dire baisser les salaires? Est-ce que ça veut dire... Non, il y a des pratiques peu catholiques, disons, pour ne pas dire peu musulmanes, qui ont cours. Donc, il suffit de corriger ce déficit de rigueur dans la gestion du bien public, tout simplement. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Si c'était faisable, on le sait, ça aurait Oui, mais déjà été fait. on ne peut pas taper sur des fonctionnaires qui ont fait ce qu'il fallait pour gagner leur concours, pour gagner des échelons, pour gagner leur grade. On ne peut pas leur imputer les erreurs des élus. C'est pas possible. Dernière question, Skandari. Alors, qu'en est-il clairement? Vous êtes prêt à faire grève jusqu'à quand? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de cette grève, blocage, pas blocage, mais toujours est-il que les agents ne vont pas travailler et c'est ce qu'on a beaucoup pointé du côté du conseil départemental également. Alors, je dirais tout simplement que la grève est partie pour durer. Mais pas simplement pour durer, mais pour être endurcie. Et donc, demain, il faut s'attendre à des perturbations sérieuses sur l'ensemble des sites du conseil départemental. Sauf que là, c'est la population qui va subir. Écoutez, on va faire en sorte de ne pas prendre en otage la population. C'est ce que nous nous sommes évertués à respecter cela depuis le début. Et donc, on ne voudrait pas en arriver. Si on arrive là, ce sera la faute à ceux qui foutent le trouble. Ceux qui foutent le trouble, c'est quoi? Ce sont ceux qui prennent les administrateurs et qui les mettent sous la hiérarchie des stagiaires. Il n'y a qu'à Mayotte qu'on voit des situations comme ça. Voyez-vous, les fonctionnaires... ils sont sur des emplois temporaires et les contractuels sur des emplois permanents. Il n'y a qu'à Mayotte où on voit des trucs comme ça. Et donc, voilà. Donc, ceux qui estiment
qu'ils ont dans leur droit de faire comme ça, eh bien nous leur opposons une approche contradictoire pour leur dire non, il y a la règle, il convient de respecter la règle. Clairement, la grève continue donc au conseil départemental demain. Merci beaucoup à Skandari Alaoui. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale au conseil départemental. Et alors que la grève reprenait donc ce matin au conseil départemental, les agents de la SMART ont eux aussi exprimé leur souhait de rencontrer le président. Une visite surprise pour demander des comptes concernant les nouveaux tarifs de mise à disposition de l'outillage public, des tarifs à la hausse qui ont finalement été validés par le délégant. Depuis, la colère gronde du côté des transitaires. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Une délégation venue tout droit de Longoni s'est invitée dans les jardins du département ce matin. En effet, en marge du mouvement de grève au conseil départemental, les agents de la SMART sont venus demander des comptes au président Swabha-Addin Ibrahim Ramadani, notamment en ce qui concerne la nouvelle tarification, mais également le retour des grutiers formés par le manutentionnaire historique. Oui, c'est-à-dire la réunion qui a été par le président Idanel et ses collègues, ça concernait surtout au niveau des tarifications et ça consiste surtout le pays, c'est-à-dire la population de Mayotte qui va subir ce choc, c'est-à-dire la dureté de vie, qui ne concerne pas directement la SMART. Nous, nos problèmes, nos soucis, c'était ce qu'on a envoyé des grutiers, c'est-à-dire des ouvriers en formation théorique et qu'aujourd'hui, si les grues vont être pilotées par les agents de MCG, c'est ça notre souci. Où est-ce qu'on va classer les 16 grutiers qu'on avait envoyés à l'extérieur à la Réunion comme Maurice? Comment ils vont devenir? Malgré le mouvement de grève au sein de l'institution, le président du conseil départemental a reçu la délégation SMART afin de discuter des sources du conflit et du sort des futurs grutiers. Nous avons parlé essentiellement des questions liées à l'utilisation possible des grues par des agents de la SMART, au cours desquels justement ils nous ont fait part de leur inquiétude, puisqu'ils ont envoyé un certain nombre d'agents à l'île Maurice en formation théorique. Ce qu'ils souhaitent, c'est que ces agents, de retour à Mayotte, puissent en quelque sorte effectuer leur stage pratique de façon à ce que demain, ils puissent être qualifiés et à conduire ces grues. Nous avons écouté et entendu les préoccupations de cette délégation de la SMART. Au-delà du problème des grutiers, les agents ont également évoqué la nouvelle tarification proposée par le délégataire du port MCG. Alors que le président du conseil départemental semblait contre, il a finalement fait le choix de suivre les recommandations du conseil portuaire, du moins pour le moment. En ce qui concerne cette tarification, nous avons écrit à la délégataire que, compte tenu des observations du cabinet que nous avions diligenté pour nous servir d'expertise, nous allions donner notre accord sur cette tarification, mais étant entendu que cette validation est limitée dans le temps, en tout cas soumise à une poursuite de discussion obtenant une revue à la baisse des propositions actuelles de façon à ce qu'on puisse une position de compromis avec des prix plus équilibrés. À la fin de la réunion, la délégation s'est dite satisfaite d'avoir été entendue et veut croire aux promesses faites par le président. Nous avons beaucoup d'espoir avec le département, avec surtout nos présidents. D'après toutes les négociations qu'on a faites ce matin, on a pris 1 ou même 2 heures de temps de discussion. Ils nous ont confirmé vraiment leurs vœux. Donc on est bien calme, il nous a bien calmés, nous a donné confiance que tout va se passer très bien, c'est ce que nous souhaitons. Si l'on en croit les propos du président Swabha-Addin Ibrahim Ramadani, ces nouveaux tarifs sont donc provisoires et pourraient être modifiés dans les prochaines semaines. Étrange lorsque l'on sait qu'ils ne devaient entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2017 et que par le biais d'une dérogation, le conseil départemental a autorisé leur application immédiate. Comme quoi dans le feuilleton qui se joue au port de Longoni, les retournements de situation n'en ont pas terminé.
Autre mouvement de colère maintenant, celui du collectif des étudiants étrangers. Après 2 réunions qui n'ont rien donné, les membres du collectif se sont à nouveau présentés ce matin devant les portes de la préfecture et ils réclamaient encore et toujours la prise en charge rapide de leur demande de séjour, préalable indispensable à une inscription dans les études supérieures. Vers 9h, ils ont été reçus par le secrétaire général Éric de Vispeler qui leur a redonné le sourire. Un sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Ce matin et pour la 3e fois en moins d'une semaine, le collectif des étudiants étrangers avait rendez-vous en préfecture. Après 2 réunions qui ont tourné court en raison d'un manque de réponse apporté par l'État, cette fois les doléances semblent avoir été entendues. En effet, grâce à une coopération plus étroite entre la préfecture et le vice-rectorat, les demandes de séjour devraient être facilitées pour les étudiants étrangers. Après cette dernière réunion avec le secrétaire général, on a eu une réponse favorable, plutôt positive. Donc les élèves, dès qu'ils déposent leur dossier, ils doivent se rendre ils doivent signaler cela au proviseur de leur établissement et le proviseur se chargera de renvoyer les informations au vice-rectorat, dont le vice-rectorat le signalera à la préfecture. Depuis le début de leur mouvement, les membres du collectif réclament ni plus ni moins que la possibilité de continuer leurs études en France. Et si le dialogue semble désormais instauré avec la préfecture, il convient d'attendre plusieurs semaines avant de crier victoire. Le sous-préfet nous a dit que d'ici début décembre, fin novembre, si on n'a pas de réponse favorable, on pourrait réorganiser notre réunion pour régler tous ces problèmes-là. Le collectif a donc obtenu l'assurance qu'un suivi sera fait dans l'avancée des dossiers, de quoi être satisfait et confiant pour l'avenir. Plutôt contente de cela parce que nous voyons que c'est quand même une réponse favorable. Ils nous ont quand même reçus et écoutés. Donc je pense qu'ils ont quand même fait des très grands efforts en nous écoutant et en nous donnant une possibilité d'avancer les choses. S'il n'est pas encore temps de sauter complètement de joie, l'heure est néanmoins au soulagement pour ces étudiants qui espèrent tous retrouver le chemin des classes le plus rapidement possible. Autre sujet qui font l'actualité de ce mardi 6 septembre, le plan du président Azali Assoumani pour réintégrer Mayotte dans le giron comorien ou encore la revalorisation du RSA. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Si à l'image du colonel Laza, l'une des dernières chatouilleuses décédées hier, certains se sont battus pour que Mayotte reste française, d'autres militent toujours activement pour son retour dans le giron comorien. À ce titre et pour la seconde fois en 10 jours, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a convié le comité mahorais à une séance de travail de 90 minutes au palais présidentiel. Objectif définir d'une méthodologie permettant la réintégration de Mayotte au sein de l'Union des Comores. À l'issue de la réunion, les membres du comité se sont dit satisfaits des échanges et de la mise en place future d'une politique jugée intéressante. Et si cette dernière n'a pas été dévoilée, elle semble une nouvelle fois mettre un coup dans l'aile à la coopération entre les deux pays, quelques jours seulement après la signature du protocole de coopération interrégionale entre les Comores, la Réunion et Mayotte. Comme annoncé il y a quelques jours, l'aéroport de Mayotte devrait changer de main. En effet, la société SNC Lavalin, qui gère 17 aéroports en France, dont celui de Mayotte, souhaite vendre sa filiale française. 2 sociétés sont pour l'heure sur les rangs, à savoir Impact Holding, société spécialisée dans le rachat de sociétés, et Cyclade Gestion, un fonds de pension. 1100 employés sont concernés par ce rachat à l'échelle du pays et de nombreux licenciements sont redoutés dans les prochaines semaines. Face à cette situation qui préoccupe également Mayotte, le président de la République François Hollande se veut rassurant et a notamment expliqué que les 2 acquéreurs n'ont pas montré de signes allant dans le sens de suppression de postes. Suffisant pour lever les inquiétudes. Réponse dans les prochaines semaines. Et bonne nouvelle dans le domaine social, le revenu de solidarité active RSA sera revalorisé de 2% courant septembre, et ce comme chaque année depuis 2013. Au total, cette revalorisation exceptionnelle du revenu minimum pour personnes sans ressources correspondra à une augmentation globale de 10% en 5 ans. La mesure concerne le 101e département, même si pour l'heure le RSA stagne à 50% du droit commun, soit 268 € pour une personne seule sans enfant. Pour un couple sans enfant et pour un parent isolé, le montant du revenu s'élève à 399 €, auquel s'ajoutent 78 € par enfant supplémentaire.
A noter que l'année prochaine, l'État reprendra la gestion du RSA alors qu'elle était jusqu'alors dédiée aux collectivités. Les collectivités pour qui ce dispositif, et notamment à Mayotte, était une importante source de casse-tête budgétaire. Et Pierre, on le disait tout à l'heure au début de ce journal, on va revenir avec vous sur cette affaire de salmonelle. Il y a eu du nouveau a priori. Oui, alors le nouveau, c'est que les animaux sont en train d'être abattus depuis hier, aujourd'hui également. Ça devait être terminé aujourd'hui. La deuxième information, c'est qu'il y a une opacité incroyable autour de cette affaire. La préfecture ne veut pas communiquer. La préfecture a mis en place un grand dispositif, un important dispositif devant l'exploitation afin que personne ne passe. Il n'y a rien à voir. Voilà, donc ça en dit long sur, effectivement, sur cette affaire, parce qu'on peut parler d'affaires. On a évoqué les révélations qui avaient été faites notamment par l'éleveur avec les propositions du directeur de la DAF. Donc là, il y a beaucoup de questions qui se posent encore autour de cette affaire. Il y a un expert qui est à Mayotte, venu de La Réunion. La Comavi l'a fait venir depuis La Réunion pour justement accompagner l'éleveur dans les démarches, notamment pour toucher des indemnisations, mais également, et peut-être, j'allais dire surtout, pour trouver les causes de cette salmonelle. Comment se fait-il qu'elle est arrivée dans cet élevage, par quelle voie, dans quelle mesure. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, éventuellement, s'il y a eu des erreurs qui ont été commises, éventuellement, par les services de l'État dans cette procédure, qui est une procédure sanitaire, donc avec beaucoup de règles à respecter, notamment dans le prélèvement et toutes ces choses. Et l'abattage a été fait par l'éleveur lui-même? Non, alors l'abattage a bien entendu été fait par les services de l'État qui sont sur place depuis hier. On avait dit que ça allait être compliqué de le faire au final. Oui, alors effectivement, il y a énormément de questions qui tournent encore autour de cet abattage, et notamment, que vont-ils faire des animaux? Alors ça, c'est la grande question. Nous avons des sources qui nous informent en tout cas d'un enterrement prochain des animaux. On rappelle qu'il n'y a pas d'incinérateur à Mayotte. Dans quel site? On parle de Dzumonier pour le moment, voilà, donc il faut rester prudent, mais si c'était le cas, on court vers un autre scandale, encore une fois. Donc on va voir ce qui se trame dans les prochains jours, mais en tout cas c'est vrai que, je le redis à nouveau, mais il y a une opacité autour de cette affaire. Est-ce que des erreurs ont été commises? On va le voir dans les prochains jours. Et puis bon, ça révèle aussi des problèmes rencontrés par les éleveurs et dénoncés. On le voit, il n'y a pas d'incinérateur. Donc dans ce genre de situation, Mayotte est complètement démunie. Elle n'est pas adaptée. Le territoire n'est pas adapté. Les infrastructures ne sont pas adaptées. Et finalement, tout le monde trinque. Et voilà. Et aujourd'hui, on a le résultat. Donc il faut aussi espérer que ça va finalement débloquer. Ça sera un mal pour un bien. Et qu'on va lancer les infrastructures qui vont permettre d'être dans les normes, tout simplement, parce que finalement Mayotte n'est pas dans les normes. Merci beaucoup Pierre, c'est une affaire en tout cas qu'on va suivre de très près du côté de KTV. Et on termine avec ce coup de projecteur sur cet animal emblématique de Mayotte, le lémurien brun, partie intégrante du patrimoine naturel et culturel de l'île. L'animal fait l'objet de nombreuses études. Objectif, mieux connaître l'une des espèces de lémuriens diurnes les moins étudiées, à travers notamment leur recensement ou encore leur impact sur les parcelles agricoles. Et davantage de précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. On a 8 maquis qui sont en train de se nourrir de feuilles matures. On est en fin de saison sèche. Donc au niveau alimentaire, ils sont devenus très folivores. Ils mangent beaucoup de feuilles, il y a peu de fruits présents, même si on est entouré de papayers. Et je suis certain qu'il y a des papayes appétissantes. Laurent Tarnot est chercheur associé au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il intervient en tant qu'expert sur les études menées sur les maquis. Il nous en dit plus sur le lémur fulvus, dit le maquis brun. C'est un animal social, vous l'avez tous observé, il vit en groupe, en général entre 6 à 12, 6 à 13 individus. La taille moyenne des groupes en ce moment, c'est entre 6 et 7 individus. Le centre du groupe, c'est la femelle, accompagnée de son jeune de l'année et du jeune de l'année précédente. Et autour de ce groupe familial, eh bien, on trouve des mâles qui sont là pour essayer de se reproduire à la saison des amours entre mai et juin.
Plusieurs études sont menées en parallèle, dont celle concernant le recensement des lémuriens sur l'ensemble de l'île. Afin que cela soit possible, 16 lignes de comptage ont été installées, aussi bien dans les réserves forestières administratives que dans les zones agricoles. Celles-ci sont régulièrement remontées par des agents de la DEDD ou par Laurent Arnaud, afin de donner une estimation du nombre de lémuriens au kilomètre carré. Ces données servent aussi pour une autre étude. Il s'agit de celle visant à quantifier l'impact des lémuriens et des roussettes sur les parcelles cultivées. Les roussettes et les maquis, c'est des espèces qui ont un impact sur l'agriculture. Et donc c'est important de savoir aussi pour les agriculteurs quel est l'impact et trouver des solutions pour pallier à ce problème. On note en fait l'activité, donc s'ils sont en repos, en alimentation et ce qu'ils mangent, des scans toutes les 5 minutes. Et après on fait aussi des focales où on note exactement pendant une durée déterminée le nombre de bouchées pour chaque espèce mangée en fait. Cette étude datant d'à peine quelques mois, certaines observations sont encore en train de se mettre en place. Avec les roussettes, ce sont des animaux qui sont nocturnes, parce que leur pic d'activité se situe entre 16h et 22h, donc on est obligé de les observer la nuit. Nous, évidemment, nous ne sommes pas équipés pour bien voir la nuit, donc on est en train de tester un protocole pour voir est-ce qu'on peut réellement faire des observations la nuit ou pas. Des observations parfois compliquées à mettre en place, qui ont pour but de quantifier les dégâts agricoles causés par les maquis et les roussettes. Ce conflit de territoire qui oppose ces espèces et les agriculteurs est causé par les pressions anthropiques, notamment la disparition des forêts et le manque de mesures de protection des habitats des maquis. On les observe dans les villages, on les observe autour des villages, on peut les observer dans les champs. C'est parce qu'ils sont obligés de sortir de la forêt pour venir se nourrir notamment sur les parcelles cultivées. Mais la taille de la population diminue. Donc il y aura une cohabitation sereine entre l'homme et le maquis, entre l'homme et le kumba, lorsque l'habitat sera préservé. En effet, la taille des populations de lémuriens dépend des habitats forestiers. Bien qu'étant une espèce protégée par des lois internationales, il est estimé qu'entre 1979 et aujourd'hui, la population de maquis à Mayotte a diminué de 60 à 80%. Pourtant, même si les connaissances sur le lémurien brun ont évolué, il reste encore bien des études à mener, notamment sur la hiérarchie au sein de l'espèce et leur capacité à s'individualiser. Il reste à espérer que la cohabitation entre l'homme et le maquis s'améliore pour que ces études puissent être menées à bien. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur WAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. À 6h30, Rivo Rakotonjavelo sera sur le plateau également pour nous parler de la grève prochaine à venir. Également à 7h, ce sera au tour de Jacques-Marcel Henry qui viendra parler de la situation au port de Longoni. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.